Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'émission AQC TV Live, la web émission de l'agence Qualité Construction. Aujourd'hui, deux sujets autour de la rénovation. D'abord, les pompes à chaleur et ensuite le low-tech. Concernant ce deuxième sujet, je voulais vous remercier parce que c'est vous, les internautes, qui l'avez choisi. Et vous avez voté à 70% pour ce sujet sur le low-tech par rapport à un autre sujet autour des fiches réception. Sommaire. Notre premier sujet, la mise en œuvre des pompes à chaleur en rénovation. C'est un sujet d'actualité sur une activité en fort développement dans le cadre des économies d'énergie, dans le cadre du bas carbone. J'accueille Cédric Beaumont. Cédric, vous êtes directeur technique du Caustic. Je vous laisse vous présenter en quelques mots le Caustic. Oui, bonjour. Le Caustic, en fait, c'est le centre d'études et de formation du génie climatique. Notre association a vocation à accompagner techniquement l'ensemble de la profession, et ce, notamment grâce à nos formations ou à nos études. Alors aujourd'hui, on parle des pompes à chaleur. Juste rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur? Rappelez-nous juste les principes. Très rapidement, une pompe à chaleur, c'est une technologie qui va mettre en œuvre un fluide frigorigène qui va permettre de capter de la chaleur sur une source froide gratuite, l'air extérieur, la nappe phréatique, le sol, pour la restituer à un niveau de température plus élevé sur l'installation de chauffage. Bon, première étape, j'imagine, c'est la conception de l'installation, son dimensionnement, le choix de la technologie. Comment on s'y prend et éventuellement, quels sont les risques? Eh bien, le dimensionnement, comme pour tout système de chauffage, il va commencer par l'évaluation des déperditions du logement. Une fois qu'on a bien évalué les déperditions... Donc l'isolation thermique, globalement, voilà, c'est ça. Effectivement. Et ensuite, on va pouvoir donc choisir le produit adapté pour couvrir ces déperditions. Alors le programme Profil a développé une application qu'on va regarder ensemble et puis je vais vous laisser la commenter. C'est une application pour aider tous les professionnels. Donc on va regarder ensemble. Alors effectivement, dans le cadre du programme Profil, a été conçue et développée cette application parce que je vous ai dit, dimensionner la pompe à chaleur, c'est évaluer les déperditions puis choisir la bonne machine. Ça peut paraître simple, mais dans les faits, c'est loin d'être aussi évident. Donc en fait, on a proposé cette application qui est gratuite pour permettre en fait aux professionnels de réaliser cette étude technique qui est effectivement à la base de toute installation de pompe à chaleur. Voilà, on la voit qui se déroule, donc elle est accessible et gratuite pour tout le monde et c'est grâce au programme Profil. Bon, quelques points, on a parlé de la conception, de dimensionnement, mais après il y a l'installation. Quels sont les points importants? Alors, sur une pompe à chaleur, on parle ici des machines RO qui sont le gros du marché. Les points sensibles, j'allais dire, c'est l'installation de l'unité extérieure, le choix de son intégration, son implantation, le traitement des aspects acoustiques. Ensuite, il va y avoir les aspects en lien avec le raccordement électrique, le raccordement hydraulique, et puis lors de la mise en œuvre, ce qui concerne la partie fluide frigorigène, test d'étanchéité, etc. Tout ça, des points d'attention pour l'installateur. Alors aujourd'hui, il y a une question d'actualité. On remplace donc des chaudières anciennes, on va dire type fuel, parfois gaz, par des pompes à chaleur. On peut faire le remplacement simple, tout simplement? Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'une pompe à chaleur, c'est que à la fois la puissance qu'elle est capable de délivrer et ses performances vont dépendre d'une part de la température de la source froide, quelle température il fait dehors, mais également de la température de la source chaude, c'est-à-dire la température d'eau de chauffage qu'il va y avoir à produire. Sur une ancienne installation de chauffage, on peut avoir des régimes de température assez élevés, ce qui va être difficile pour une pompe à chaleur. Donc, plusieurs solutions pour améliorer la compatibilité, améliorer les performances, soit avoir travaillé l'isolation
du logement, soit avoir travaillé sur les émetteurs, avoir remplacé certains émetteurs qui faisaient qu'on était obligé de travailler à haute température. Donc, je résume, rénover, ce n'est pas substituer, tout simplement. Il faut avoir un regard un peu plus large. D'une manière générale, quand on va venir remplacer un équipement, on ne remplace pas à l'identique, on s'interroge sur les puissances, on s'interroge également sur les éventuelles autres opportunités d'amélioration. Et là, le dialogue avec le client est très important. D'accord. Autre point, les pouvoirs publics publient un certain nombre de textes autour de la RE 2020 de façon large, en vue de la décarbonation. Qu'est-ce qu'il en est du côté des professionnels? Où on est au niveau des textes de référence? Alors, au niveau des règles professionnelles, des règles de conception et d'installation, les textes de référence pour les professionnels, c'est ce qu'on appelle les DTU. En matière de pompe à chaleur, il existe un DTU sorti en 2017 qui couvre un certain nombre de technologies plutôt du domestique, mais pas toutes les technologies. Par exemple, les packs hybrides sont aujourd'hui non couvertes par le DTU. Je vous propose qu'on parte sur un chantier du côté de Limoges et qu'on regarde une installation. Bonjour, Julien Dartout, je suis gérant de l'entreprise Dartout & Fils, spécialisée dans le chauffage et la climatisation. Le chantier en question, il s'agissait du remplacement d'une ancienne chaudière à fioul par une pompe à chaleur RO de type moyenne température avec production d'eau chaude intégrée dans le module intérieur, ainsi que le raccordement au réseau hydraulique, le désembouage des émetteurs de chauffage qui n'ont pas été remplacés, qui ont pu être conservés, puisque le niveau d'isolation de la maison et le régime d'eau sur lequel fonctionnaient ces radiateurs nous permettaient de travailler sur une pompe à chaleur moyenne température. Donc on a conservé le réseau de radiateurs existant. Alors avant de démarrer l'installation de la pompe à chaleur, en arrivant sur site, on vérifie pour le positionnement de l'unité intérieure que nous ayons suffisamment d'espace déjà pour travailler, que le local dans lequel va être posée l'unité intérieure ne soit pas encombré. Il faut qu'on puisse circuler autour de l'équipement, que les organes de sécurité soient facilement accessibles. Il faut qu'on puisse accéder à un vase d'expansion, il faut qu'on puisse accéder à la vanne d'équilibrage, au pot à bout. Pour la pose du groupe extérieur, il y a tout un tas d'exigences réglementaires à prendre en compte, notamment pour des raisons acoustiques. L'acoustique, c'est extrêmement important sur la pose d'un groupe extérieur, à la fois pour votre client et pour son voisinage. Et puis après, évidemment, la distance entre l'unité extérieure et l'unité intérieure par rapport aux longueurs de liaison frigorifique. Faire des tracés les plus simples et les plus courts possibles et bien mesurer les longueurs de liaison frigorifique qu'on va avoir entre le groupe extérieur et l'unité intérieure pour savoir si éventuellement on aura des appoints de fluide à faire. Et à la toute fin, évidemment, les essais d'étanchéité classiques, la mise sous azote. Pour assurer que les économies d'énergie soient réalisées, que le système fonctionne correctement, c'est bien réaliser sa note de dimensionnement, bien réaliser son étude thermique, choisir un produit qui est adapté en termes de dimensionnement à la puissance requise, ça c'est extrêmement important. Évidemment, réaliser toutes les préconisations de pose qui sont les préconisations du fabricant dans son cahier technique et puis les normes réglementaires. Pour que tout fonctionne bien, ce sont déjà les explications à donner à son client, à la mise en service, expliquer au client comment ça fonctionne, les gestes simples que le client pourra faire sans l'intervention d'un technicien, qui comprennent le fonctionnement de son thermostat d'ambiance, par exemple, et puis lui proposer un contrat de maintenance, ou si on ne souhaite pas proposer de contrat de maintenance, indiquer une entreprise qui sera en mesure de réaliser la maintenance de l'équipement. C'est ce qui va permettre de pérenniser le fonctionnement de l'appareil et d'assurer une durée de vie cohérente de l'équipement. Retour sur le plateau d'AQC TV Live avec Cédric Beaumont, directeur technique du Caustic. Cédric, on a parlé de l'entretien maintenance, vous pouvez quand même nous en redire quelques mots? Alors effectivement,
Bon, sur tout équipement de génie climatique, la maintenance est nécessaire pour pérenniser et le fonctionnement et les performances dans le temps. C'est d'autant plus vrai sur les pompes à chaleur, qui est un objet relativement technique, avec des enjeux notamment en lien avec les fluides frigorigènes. Donc d'ailleurs, c'est pourquoi la maintenance est désormais obligatoire. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions Internet par nos réseaux sociaux. Nous avons 2 questions Internet, je vais vous les lire. Pack inverter, la modulation de puissance obtenue par inverter est-elle la solution au risque de surdimensionnement? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pack inverter? Alors, l'inverter, c'est le nom qu'on donne à un procédé de régulation de la pompe à chaleur qui fait qu'on va pouvoir ajuster la vitesse du compresseur pour adapter la puissance de la pack aux besoins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pack inverter. Beaucoup de produits en sont dotés aujourd'hui. Et alors, est-ce que c'est la solution miracle? Je dirais que déjà, les règles de dimensionnement sont cadrées dans le DTU, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, il faudrait se méfier de croire que parce que la pompe à chaleur est capable de s'adapter, on n'a plus à s'intéresser au dimensionnement. Cette capacité d'adaptation a des limites et cette capacité d'adaptation va surtout être là pour maintenir les performances sur toute la saison de chauffage. Autre question, où on en est au niveau des packs, des pompes à chaleur en collectif? Alors c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, le contexte est globalement favorable aux pompes à chaleur. Donc la pompe à chaleur vient sur des applications sur lesquelles elle était relativement absente jusqu'à présent. C'est le cas notamment de la production de chauffage ou de la production d'eau chaude sanitaire en collectif. Et là, c'est vrai que il y a beaucoup de travail à mener collectivement sur ces applications-là. Ce sont des applications qui ne sont pas couvertes dans les règles professionnelles dont on parlait tout à l'heure. Nulle part, il n'existe par exemple de documents qui expliqueraient comment coupler hydrauliquement une pompe à chaleur et une chaudière gaz par exemple, ou quelles devraient être les règles de dimensionnement de ces applications. Donc on va attendre un petit peu de ce côté-là. Il faut qu'on travaille. Il faut y travailler. Merci Cédric Beaumont, donc directeur technique du Caustic, pour toutes ces précisions. On a cité quelques textes, vous retrouverez les livrables par leur lien dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, je vous propose notre chronique sur la revue Qualité Construction avec Christine Brambilla, rédactrice en chef. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un article sur les formes courbes en architecture, un focus sur l'actualité de l'assurance dommage ouvrage, un point sur les avantages du rafraîchissement adiabatique et un sujet sur les nouvelles perspectives du béton léger à base de bois. Nous vous proposons en lecture gratuite sur notre site internet l'article Friche industrielle, dépollution des sols, enjeux et solutions. L'absence de toute artificialisation des sols en 2050 est un objectif inscrit dans la loi. Un des moyens pour y parvenir est la réhabilitation des friches. Or, bon nombre d'entre elles sont polluées et impropres à un nouvel usage. Notre article fait le point sur les familles de polluants, les diagnostics, la méthodologie, les techniques de dépollution et enfin les outils d'aide à la décision. Vous pouvez retrouver toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Autre sujet choisi par vous, les internautes, le low-tech en rénovation. Et j'accueille Emmanuel Pat, vous êtes architecte et vous faites du low-tech. Je vous laisse vous présenter. Eh bien, merci de m'accueillir. Oui, donc je m'appelle Emmanuel Pat, je suis architecte au sein de l'agence Méandre TC. Donc nous sommes spécialisés dans l'architecture bioclimatique et la lutte contre le changement climatique. Donc à ce titre, nous avons souvent conçu des projets très performants, HQE, BEPOS, et ces dernières années, nous sommes orientés vers le low-tech. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le low-tech? Redonnez-nous un petit peu la définition ou quelques exemples. Eh bien, le low-tech, c'est l'idée qu'au lieu d'être dans des technologies trop sophistiquées, on va plutôt
aller vers des basses technologies, c'est-à-dire simples, utiles et durables. Donc simple, compréhensible par tous, appropriable, utile, c'est-à-dire répondant aux besoins exprimés par les habitants, et durable en essayant d'être le plus environnementalement respectueux pour avoir moins d'impact. Et comment on met en place une démarche low-tech? Eh bien, on commence par déjà interroger le besoin, regarder l'existant. C'est vraiment une démarche d'analyse, de compréhension. Au cas par cas. Au cas par cas. Oui. Voilà. Et on va prendre le temps de s'entourer, de poser des questions. C'est presque une enquête policière en quelque sorte autour d'un bâtiment existant pour ne pas juste appliquer une solution toute faite qui ne serait pas adaptée. C'est ça, on s'adapte au cas par cas. Exactement. Je vous propose qu'on écoute une architecte et une ingénieure qui vont nous évoquer ce sujet. Les propriétaires ont décidé de faire cette rénovation dans un but de valorisation du patrimoine. Alors ce bâtiment, il était en très mauvais état. Il y avait des enduits qui avaient été faits dans les années 80, des enduits plastiques qui étaient en train de se décoller. Il y avait des morceaux du bâtiment qui tombaient. Il y avait des problématiques d'humidité à l'intérieur du bâtiment parce qu'il y avait la condensation qui se faisait entre le polystyrène et le mur. Là, on a trouvé de la moisissure installée depuis longtemps. Pour la rénovation, on a enlevé tout l'enduit plastique et tout l'enduit, on a pioché l'ensemble. On est venu avec du béton de chambre par-dessus et une finition enduit à la chaux. Les bétons de chambre s'accrochent très bien aux briques après le piochage. On a utilisé aussi du liège sur le socle, sur la partie en bas, sur le premier mètre du bâtiment, qui nous permettait d'avoir un isolant qui est imputrescible. Oui, on a réutilisé les garde-corps d'origine, on a gardé l'ardoise en partie haute, on a réutilisé le zinc des gouttières. Ce qui est très intéressant, c'est que l'entreprise qui a fait les nouvelles menuiseries bois réutilise les anciennes pour faire du mobilier urbain. Les équipements de chauffage sont des radiateurs électriques à bain d'huile avec une forte inertie. Les logements sont en ventilation naturelle. Il y a une courette côté intérieur. Et on a aussi les astatos qui sont en toiture qui permettent l'extraction dans les pièces d'eau. Enfin, dans la démarche low-tech, on travaille beaucoup avec les usagers. Et en rénovation low-tech, on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on a un peu la même typologie d'usagers avant ou après, si ce n'est les mêmes personnes qui restent. On a fait un suivi pendant 2 ans après la livraison du bâtiment en questionnant les propriétaires pour savoir quelle était la consommation réelle. Les factures des utilisateurs ont été divisées par 4, ce qui est un très bon résultat. De retour sur le plateau d'AQC TV Live avec Emmanuel Pat, architecte, pour parler du low-tech en rénovation. Alors, existe-t-il des écueils par rapport à cette démarche? Je dirais que l'écueil principal serait d'appliquer dans une sorte de copier-coller une technique low-tech utilisée par quelqu'un d'autre. C'est un peu systématisé sans tenir compte de l'existant, par exemple l'époque de construction d'un bâtiment et l'équilibre thermodynamique d'un bâtiment, par exemple sa façade, est-ce qu'il y a une ventilation naturelle un peu non maîtrisée mais qui finalement a son utilité, des choses comme ça. Donc on est vraiment au cas par cas, hein, c'est ce que vous nous dites. Et est-ce qu'il y a des points d'attention quand même très spécifiques sur lesquels il faut se pencher? Je dirais l'attention sur les matériaux. Parce que dans une démarche low-tech, on va essayer d'utiliser le plus possible des matériaux locaux. D'ailleurs maintenant, on se met à construire avec du bois local, de la paille, de la terre crue même. Et donc, un des points d'attention importants, c'est de bien connaître ces matériaux, de bien savoir quelles sont leurs capacités, leurs performances, etc., de les utiliser à bon escient. Voilà, donc quand on fait une démarche low-tech, on va à nouveau décomposer les choses et comprendre
ce que chaque matériau, un peu comme chaque personne, peut apporter d'unique dans cette construction. Et à qui va bénéficier cette démarche low-tech? J'imagine au maître d'ouvrage et à l'utilisateur, mais j'imagine aussi aux professionnels, hein, qu'ils soient artisans, qu'ils soient maîtres d'œuvre. Bien déjà, le maître d'ouvrage, je dirais, il va entreprendre une démarche low-tech par aussi désir d'être maître chez lui, c'est-à-dire de ne pas dépendre des fournisseurs, de ne pas dépendre de tout un tas d'intervenants et de savoir lui-même comment fonctionnent les choses et de pouvoir les réparer sans attendre une pièce qui viendrait d'un pays lointain, comme on a vu malheureusement lors du Covid, à quel point la dépendance pouvait entraîner des problèmes. Puis je dirais aussi la dépendance à l'énergie, puisque avec le low-tech, on va être avec des systèmes le plus manuels possible. Donc, les histoires où on a vu des gens bloqués avec leurs volets fermés suite à une tempête et à un manque d'électricité, normalement, avec le low-tech, on devrait pouvoir au moins ouvrir. Être autonome, voilà. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis, pour les maîtres d'œuvre, pour les artisans, il y a une part de créativité. Au lieu d'être de simples applicateurs d'un système tout fait qu'on achète sur catalogue, ils vont eux-mêmes impliquer un savoir-faire, apporter leurs compétences, réfléchir. Et il y a un plaisir, de faire soi-même et d'apporter son expérience. Son savoir-faire. Alors je vous propose de partir sur un chantier, qu'on aille voir un exemple, et là un exemple tourné autour du réemploi. Nous, on est un bailleur social parisien. La plupart de nos constructions sont dans Paris intramuros et on est très souvent confronté à cette question de patrimoine. L'ensemble de la démarche de réemploi s'inscrit aussi dans la conservation de la mémoire du bâti et nous nous engageons aux côtés de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise à une démarche de réemploi. L'objectif est d'atteindre une frugalité dans la construction. Ça implique également des notions de logistique, de spécialisation, de travail de détail pour l'entreprise qui sont coûteuses et le bilan économique n'est pas neutre, c'est peut-être même un peu plus coûteux que de ne pas faire de réemploi globalement, mais en tout cas c'est une opportunité à saisir. Laurent Carré, entreprise Génère, titulaire du marché sur la rue Mellet. On s'adapte avant tout à l'existant, c'est notre philosophie. Par exemple, on avait des magnifiques parquets sur l'ensemble de l'opération. Le problème, c'est que quand vous avez des parquets, si vous voulez démolir les planchers, ces parquets forcément disparaissent. Donc plutôt que de vouloir démolir les planchers, on a essayé de renforcer les poutres par différentes techniques, soit en les doublant avec d'autres pièces de bois, soit en utilisant des matériaux plus durs comme du métal qui permettent de les renforcer. La façade cour est réalisée en pan de bois. Donc de la même manière, plutôt que de vouloir le démolir complètement et de le reconstruire à neuf, certaines poutres qu'on a dû déplacer étaient encore recevables d'un point de vue structurel et d'un point de vue sanitaire. De la même manière, on a récupéré l'ensemble des garde-corps qui étaient quand même suffisamment qualitatifs. Les escaliers, l'ensemble des rampes d'escalier ont été adaptés pour être aux normes, mais tout en conservant et le limon, et les baraudages et les mains courantes. On essaye de mutualiser l'ensemble des matériaux qu'on peut récupérer sur certains chantiers et de les proposer sur d'autres opérations. On a créé une plateforme de réemploi sur laquelle l'ensemble des conducteurs d'opérations peuvent communiquer. Pour être assuré dans de bonnes conditions, il faut que l'ensemble de l'opération se soit déroulé de manière à ce que le bureau de contrôle puisse établir à la fin un rapport de contrôle technique dénué d'avis défavorables ou suspendus. Le contrôleur s'appuie sur des documents normatifs, réglementaires que sont les PV techniques, notamment des différents éléments utilisés. Et dans le cadre de réemploi de matériaux donc existants, ces PV techniques sont absents et du coup ça implique des démarches complémentaires qui sont coûteuses, longues, incertaines. Retour sur le plateau avec Emmanuel Pat pour parler du low-tech. On vient de voir un reportage sur le réemploi. Peut-être que vous avez quelques mots à dire à ce sujet. Le réemploi, revient. En fait, on a arrêté de réemployer pendant
très peu de temps dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire finalement la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, on se rend compte que ça revient et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement parce que réemployer les radiateurs dans un bâtiment existant, c'est autant d'énergie grise, autant de transport, autant d'économie et d'impact moindre sur l'environnement. J'ai une question Internet posée par un internaute. Y a-t-il des formations et y a-t-il des référentiels dans ce domaine ? Oui, de plus en plus de formations. Nous-mêmes, dans l'association dont je suis membre, qui s'appelle l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, nous avons fait tout un travail avec la QC d'ailleurs sur le low-tech en rénovation, avec des podcasts, avec une petite bande dessinée, avec des fiches d'opération. On a fait un MOOC sur le réemploi également, mais il y a de plus en plus de formations et de référentiels et vraiment j'invite nos internautes à aller les consulter. On va mettre les liens en dessous de la vidéo. Merci Emmanuel Pat pour toutes ces précisions. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci. Et maintenant, je vous propose de continuer avec la Minute Membre AQC. AQC TV Live, la Minute Membre. Avec nous, Antoine Desbarrières, directeur général de Qualitel. Antoine, je vous laisse dire quelques mots déjà sur Qualitel. Bonjour, Qualitel, c'est l'association pour la qualité du logement, association qui œuvre depuis 1974, par la certification principalement, les marques NF Habitat, NF Habitat HQE, mais aussi par l'information du grand public sur la qualité du logement, par la formation des professionnels, et puis par diverses actions, évaluations, expertises, également au travers d'un fonds de dotation en faveur du logement des personnes les plus défavorisées. Alors, en quoi la certification des bâtiments joue-t-elle un rôle important dans la qualité ? La certification, qu'est-ce que c'est ? C'est un référentiel de certification, élaboré avec toutes les parties prenantes, un référentiel de bonne pratique, qui s'appuie sur des exigences normatives, réglementaires, et puis qui a aussi des exigences en termes de produits. Les produits doivent être certifiés, en termes de compétences des acteurs, ils doivent être qualifiés. Voilà. Et puis au-delà de ça, nous contrôlons bien sûr la conformité du bâtiment construit ou rénové à ces exigences, donc des contrôles sur site ou à la conception, ce qui nous permet vraiment de nous assurer de cette conformité. Par ailleurs, je tiens à dire que les assureurs reconnaissent la certification puisqu'ils la valorisent au travers des primes dommages ouvrages qui sont minimisées dans le cadre de projets certifiés. D'accord. Quels sont vos sujets d'actualité, vos études actuelles ? Alors l'actualité, bien sûr, c'est l'ARE 2020 qui a intégré nos référentiels de certification. Donc même si la réglementation est censée être respectée, nous nous assurons d'une cohérence des projets avec des outils de contrôle de cohérence. Et puis nous allons décliner aussi les labels associés à cette réglementation. Un sujet aussi d'actualité est la taxinomie européenne qui va s'imposer à l'ensemble des organismes financeurs ou donneurs d'ordre dans le domaine du logement. Et donc la certification est une façon de démontrer cette compatibilité, cette cohérence avec la taxinomie. Très bien. Et comment s'articulent vos travaux avec ceux de l'AQC ? Qu'est-ce que vous apporte l'AQC ? Comment ça se passe ? Il y a une grande complémentarité, Frédéric, entre l'AQC et Qualitel, bien sûr, puisque la qualité d'usage, la qualité en termes de performance, elle passe avant tout par une bonne conception, une bonne réalisation, donc une bonne qualité de la construction. Donc nous nous inspirons bien sûr des travaux de l'AQC. Nous travaillons en commun aussi sur un certain nombre de sujets avec des animations que nous avons pu faire, notamment dans le domaine de la qualité de l'air intérieur. Et puis, par l'observation que nous faisons au travers de nos contrôles sur chantier ou en conception, nous pouvons aussi observer des pathologies et faire une remontée d'informations auprès de l'AQC
afin que celle-ci puisse avancer dans la recherche et le traitement des pathologies. Alors justement, est-ce que vous voyez des pathologies spécifiques en tant qu'organisme certificateur? Oui, alors il y a des sujets qui nous sont chers, l'acoustique, la thermique, donc forcément on regarde très attentivement ces aspects-là. Il y a un sujet d'actualité, ce sont les douches sans ressaut, bien sûr, qui ne sont pas sans nous inquiéter sur le plan acoustique, sur le plan bien sûr des dégâts liés aux inondations. Il y a un sujet lié à la RE 2020 aussi, dont on pressent qu'il va être délicat. C'est le sujet lié aux pompes à chaleur dans le domaine et dans la maison individuelle en particulier. Là, je parle d'acoustique. Et puis, d'une façon générale, la rénovation. Nous sommes très attachés chez Qualitel à la rénovation globale multicritère versus une rénovation énergétique seule. Et donc, là, il y a vraiment des risques particuliers, notamment avec le recours à des matériaux biosourcés, où il y a quelques pathologies probablement identifiées et à identifier. Bon, on est bien sur la même longueur d'onde que des sujets que nous venons d'évoquer auparavant, les pompes à chaleur, la rénovation, le biosourcé. Merci Antoine Desbarrières, donc directeur général de Qualitel. Cette émission touche maintenant à sa fin. C'est le moment de vous rappeler quelques points d'information. Vous allez retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours par les réseaux sociaux. Prochaine émission d'AQC TV Live le 1er juillet. Ça sera à vous aussi de décider de certains sujets par les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui sont à la technique. Nawel Kadjeou, Eve Hung, Richard Audibert, Mathias Giuliani. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur AQC TV. Merci à tous et bon week-end.